Bonjour monsieur Diallo, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et vos collaborateurs. Voilà, le temps de vous introduire avant qu'on ait à la pause et revenir avec vous. On parle de l'OGE et un sujet toujours problématique, sujet de la discorde, on va dire, entre le MATD et les politiques. Oui, Talibé là-dessus. On a vu cette sortie du ministre de l'administration du territoire qui réitère une idée qui a été véhiculée au début de la transition, l'idée que ce soit le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui organise les élections. Et pourquoi cette idée ne prospère pas en votre sein, notamment au sein de l'opposition au CNRD que vous êtes? Mais écoutez, c'est pour des raisons très simples. Nous savons que le concept des CENI qui s'est développé à la fin des années 90 sur le continent, notamment dans les pays francophones en général, ce concept a émergé suite à la crise de confiance qu'il y avait par rapport à l'organisation des élections, parce que l'impartialité de l'État à travers les services administratifs n'arrivait pas à s'imposer. Et au fur et à mesure, il y a eu des progrès dans beaucoup de pays. Malheureusement, chez nous, ça n'a pas beaucoup évolué, mais il se trouve que cette crise de confiance n'a pas été résolue fondamentalement. Si alors aujourd'hui, par le fait d'une transition dont la gestion est solitaire et avec beaucoup d'arrogance, on estime qu'il faut imposer le retour de l'État dans l'exclusivité en termes d'organisation des élections, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire ne se porte pas mieux par rapport aux anciens gestionnaires du ministère de l'administration du territoire en termes de signal de confiance vis-à-vis des compétiteurs politiques que nous sommes. Il s'agissait simplement, dès le début de la transition, si c'était dans ce sens qu'on voulait aller, le minimum aurait été de recréer cette confiance en acceptant un véritable partenariat entre le ministère, les compétiteurs, les partenaires techniques et financiers, ce qui n'a pas été le cas. On ne peut pas refonder un pays à coup de slogans. Il ne suffit pas simplement de créer des concepts, créer des idées, afficher des choses et dire que nous sommes en train de faire de la refondation. Ça, c'est une sorte de chimère. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le MATD, d'abord, qui est vidé de toutes les compétences en matière d'organisation électorale depuis des années. Ça, c'est un désert de compétences, il faut qu'on se le dise. Donc, vous voulez dire que depuis 2 ans, aucun climat, aucune condition, comme Cabinet l'a dit, d'apartisan, comment on va dire ça, apartisanisation de l'État n'a été créée pour que vous ayez confiance dans l'État, l'État apartisan alors, l'État neutre qui puisse organiser les élections, c'est cela? Absolument, absolument. Et imaginez-vous, lorsqu'on parle du MATD qui organise, Amadouri, lorsqu'on parle du MATD qui organise les élections, ce qui suppose que ce sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et autres, qui sont les relais au niveau local qui vont le faire. Aujourd'hui, voyez les rapports qu'il y a entre les administrateurs territoriaux et les populations et les acteurs politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mamou récemment, où un gouverneur se permet d'interdire à un parti politique qui est l'UFDG d'organiser une activité d'assainissement public. Vous imaginez combien de fois, c'est absurde combien de fois on est tombé si bas. Le pouvoir central a récupéré l'ensemble de la gestion des pouvoirs dans notre pays, de s'imposer. Tout fonctionne au déshydratat du chef. On nous ramène un système comme celui du PDG avec un centralisme absolu, on dicte tout, on impose tout. Et ce sont ces mêmes personnes qui peuvent nous faire croire qu'ils vont organiser des élections. Quel est le schéma idéal, le schéma idéal qu'il faut? Ils sont en train de se préparer, c'est plutôt ils sont en train de déclarer ouvertement qu'ils vont fabriquer celui qu'ils veulent mettre au pouvoir. Ils vont fabriquer des résultats à eux. Ils vont prendre le pouvoir et lui donner et faire croire que ce sont les Guinéens qui l'ont élu. C'est dans ce schéma qu'ils sont. Restons là-dessus avec vous, Aliouba, le temps d'une pause et derrière on vous reprend. Merci de garder votre position d'écoute. Ba me fait signe qu'on a Aliouba en direct et nous continuons donc avec Monsieur Ba. Oui, Lincoln, on continue avec vous.
Oui, Ali, vous évoquiez tout à l'heure peut-être le manque de confiance par rapport à la mise en place de l'OGE. Vous parliez peut-être... ou de la nécessité de loger l'OGE effectivement, dans le ventre du MATD. Vous estimez aujourd'hui que le MATD n'est pas mieux placé pour faire l'affaire parce que vous manquez énormément de confiance à cette structure étatique. Tout à fait. Déjà, vous vous souvenez, uniquement sur la question de la problématique du processus électoral, le modèle a fait 3 mémorandums de proposition depuis le début de la transition. Vous nous avez donné l'opportunité de venir exposer les détails sur ces mémorandums qui contiennent entre autres la question de l'organe de gestion des élections. Nous avons proposé un conseil national électoral composé de 11 membres dont nous avons défini tous les contours en termes d'opérationnalisation. Et cela a été adressé à toutes les autorités compétentes, y compris les partenaires techniques et financiers. Et je crois que là, la transition n'aime pas beaucoup cela. Ce n'est pas dans leur agenda. C'est pourquoi cela se retrouve dans leur tiroir. C'est très simple, cette question, normalement. Mais vu que la transition ne veut pas tirer les leçons de nos échecs du passé et qu'ils veulent les reproduire en faisant croire que avec les slogans simplement qui sont en train de changer, c'est pourquoi ils veulent s'entêter à cela. Sinon, lorsque le ministère de l'administration du territoire, dans un contexte comme celui-là, avec aucun changement significatif, qui n'a pas été capable de piloter un dialogue politique sérieux avec tous les acteurs représentatifs, vous avez vu le fiasco que cela a généré à travers le forum qu'ils ont organisé pour valider leur agenda. Et même cet agenda conclu avec les acteurs politiques qu'ils ont manipulés à leur guise, cet agenda n'arrive pas à être appliqué. Ils n'ont pas de respect même pour cela. Les résolutions issues de ce dialogue, aujourd'hui, sont classées sans suite. Alors, c'est ce même département qui, à travers ses démembrements, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les directions de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire, si on veut confier le processus électoral à ces organes-là, c'est plutôt une façon de nous dire, nous avons notre candidat, nous allons l'imposer, on va faire du maquillage, et c'est dans les préfectures et dans les gouvernorats qu'on va faire le dépouillage. C'est eux qui vont être dans les bureaux de vote, c'est eux qui vont nous dicter les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Concrètement, c'est ce qu'on a toujours vécu, cette mise en scène, la prise d'otage du processus électoral. C'est pas celui qui a gagné qui va devenir président ou député ou maire, c'est celui que le ministère a souhaité. Alors, ils sont dans cette logique, et puisqu'ils pensent qu'ils sont très forts en slogan, ils fabriquent des choses qu'ils jettent au niveau de l'opinion publique et ça nous impressionne. Non, on ne peut pas nous tromper. Le ministère de l'administration du territoire n'a pas organisé des élections, ça fait des années. Toutes les compétences ont quitté ce département. Depuis, prenez ceux qui sont certifiés Bridge, par exemple, en Guinée, qui sont connus dans le monde entier par rapport à l'expertise électorale. Personnellement, moi, j'ai travaillé sur le processus électoral guinéen en collaboration avec beaucoup d'organismes en Guinée de 2013 jusqu'en 2017. Je connais très bien ce milieu, je connais tous les acteurs qui se promènent autour. Toutes les compétences en matière électorale aujourd'hui sont hors circuit. Ils ne sont pas avec le ministère, ils ne travaillent pas avec des organismes locaux. Ils ne sont pas consultés non plus. Ils ne sont pas consultés non plus, ils ne sont associés à rien. Moi, je les rencontre, c'est des anciens collègues pour certains d'entre eux. Je sais ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, on ne peut pas nous regrouper dans des petits bureaux au ministère là-bas, donner des moyens à ceux dont on veut, et leur dire imposez-nous ça, et nous on est le CNRD, c'est nous qui avons pris le pouvoir, c'est nous qui allons décider de ce qui va se passer, au nom de tout un pays. Et vous imaginez, Ouri, c'est de la stabilité sociale et politique de la Guinée dont il s'agit, parce que les mentalités ont évolué. Ce qui était possible en 2010, en 2015 ne peut plus l'être aujourd'hui. Si on organise une catastrophe électorale aujourd'hui en Guinée, je vous assure que ce serait le dernier maillon qui va tomber par rapport à la stabilité politique et sociale de notre pays. Nous le savons. Les tensions sont vives. La confiance n'existe pas. Alors si on veut que ces mêmes personnes nous conduisent au chaos dans ce pays et qu'on regarde faire, on ne le fera pas. Parce que ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce n'est pas possible qu'on continue d'accepter cette moquerie-là. C'est quoi une autre question pour continuer? Une institution, ce sont les hommes, et l'OGE qui va être mis en place sera logé
au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation que dirige Mouri Kondé, issu de la société civile, et vous avez aussi Zénab Kamara, issu de la CENI, qui est la directrice des affaires politiques et électorales. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que vous ne voyez pas Mouri Kondé et toute son équipe capable d'organiser une élection transparente, crédible en Guinée? Équitable. Tout ceci n'est pas une question de personne, c'est une question de principe. Tous ceux dont vous avez cité ne sont que des exécutants. Ils ne sont pas des décideurs. Aujourd'hui, la Guinée, ce n'est pas un secret. Ceux qui décident sur la Guinée, c'est un petit cercle qui se retrouve à la présidence de la République, qui se retrouve autour des idées qu'ils veulent imposer, au nom d'une refondation dont je ne sais la signification. C'est ce qui est en train de se passer. Bien. Quand vous prenez Mouri Kondé, vous prenez Zénab, vous prenez toutes ces autres personnes, c'est des gens qui exécutent un agenda. Ils ne décident de rien. Ce n'est pas eux le problème. Moi, je ne stigmatise personne, je ne personnalise pas cette question-là. Alors, ce qu'on a toujours souhaité, c'est qu'on se retrouve autour d'un véritable dialogue. C'est ce qui aurait aidé à éviter ces problèmes dont on parle. Donc, ce qui n'a jamais été fait. Toutes les fois qu'on a été sollicité, les 2 premières années de la transition, jusqu'à ce qu'on sente que le sérieux n'existe plus, les acteurs politiques que nous sommes, nous avons répondu à l'appel du ministère de l'administration du territoire. Combien de réunions avons-nous tenues qui ont été sanctionnées par des procès verbaux? Quelle est la suite qu'on a donnée à cela? Cela dénote qu'il n'y a pas de volonté à aller de l'avant. Bien. Donc, ce n'est pas une question personnelle, le minimum, c'est une question de principe. Donc le minimum aurait été qu'on organise un débat autour de tout cela. Exactement. Pour que chacun donne sa oui. version. C'était ce qu'il fallait faire. C'était la démarche à recommander. Bien. Et pourquoi ils ne veulent pas qu'on organise un débat avec les acteurs politiques? Je vous le dis simplement. C'est parce qu'ils savent qu'autour d'une table, avec la présence des partenaires techniques et financiers qui connaissent le processus, avec des acteurs politiques sérieux, qui connaissent le processus, et le ministère en face, l'État, parce que tout simplement, eux, ils interprètent la contradiction comme étant de l'adversité, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le jeu. Sinon, s'ils avaient la garantie de neutralité, ils n'allaient pas nous traiter comme étant des ennemis à abattre ou des adversaires à combattre. Nous ne sommes pas, l'État n'est pas compétiteur. Mais puisqu'ils ont des candidats qu'ils sont en train de cacher et développer en leur sein, ils sont en train de nous stigmatiser. Bien. Alors, s'il y avait un tel cadre, tous les arguments sur la table, en discussion ouverte, mais vous allez comprendre que ceux qui sont en train d'avancer, ça ne tiendrait même pas 5 minutes. Ils sont conscients de ça. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on discute ouvertement. C'est parce qu'ils savent que l'agenda qu'ils sont en train de dérouler, ce n'est pas un agenda sain pour la République. Alors, ça n'aide pas la Guinée. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas parler avec des gens sérieux. C'est pourquoi. Voilà, Ali Ouba, puisqu'on parle d'élection, on va aller tout à l'heure vous demander votre avis, votre lecture sur ce qui s'est passé au Libéria. Mais avant, dernière question sur la question de l'OGE, puisque vous l'avez dit, en l'absence d'un cadre de dialectique autour de la question de est-ce que c'est le ministère qui peut l'organiser ou est-ce qu'il faut maintenir le schéma CENI, en l'absence de ce débat-là, et si jamais le ministère, je vais dire le CNRD, persiste là-dessus jusqu'à la tenue d'élections avec ce modèle du MATD qui organise, dans un contexte où aujourd'hui il y a une sorte d'harmonie entre vous, politiques, on vous a vu au siège de l'UFDG avec le RPG et tous les autres, est-ce qu'au bout, vous viendriez à boycotter ces élections-là si on va avec ce schéma? On n'en est pas à cette décision pour le moment, Bien. Mais il faut comprendre une chose. Les acteurs politiques que nous sommes en train de travailler à nous réorganiser plus efficacement. Vous savez, quelquefois, les gens ont une tendance à lire sur le court terme les initiatives des politiques. Avec l'histoire du 3e mandat, nous avons travaillé pendant plus de 2 ans sans faire beaucoup de bruit pour faire émerger le FNDC et tout ce que cela a révélé comme conséquences et résultats. Les acteurs politiques, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'on puisse barrer le chemin à des initiatives qui peuvent compromettre l'avenir de notre pays. Il s'agit de la Guinée, ce n'est pas une question d'humeur de qui que ce soit ou des intérêts particuliers. Mais le ministère de l'administration du territoire, il n'en est pas question que quelqu'un de sérieux accepte que ce ministère pilote des élections en Guinée, sinon ça nous conduirait vers une catastrophe nationale. Il faut qu'on se le dise, c'est pas une question personnelle. Les préfets, les gouverneurs, les chefs de police, les chefs de gendarmerie ne peuvent pas prendre en otage le processus électoral de la Guinée au nom d'une refondation dont personne ne sait le contenu. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute
et qu'on mette en place un organe indépendant qui rassure tout le monde et qu'on puisse aller aux élections. Dans un pays, des élections ne peuvent pas être une complication. Vous me donnerez tout de suite l'occasion de parler du Libéria et les autres pays. C'est sur nous, parce qu'on n'a pas la volonté de résoudre les problèmes, on les pose comme étant des problèmes qui sont impossibles à résoudre. Sinon, un processus électoral, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. Mais quand on caporalise un pays au nom d'une transition et on veut tout imposer, si on impose un président encore à la Guinée, on va se retrouver dans le même schéma précédent, parce que nous, Guinéens, nous n'accepterons plus qu'on nous dicte celui qui va nous diriger. Bien. Ce sont les Guinéens qui doivent élire leur président. C'est aussi simple que ça. Voilà qui est clair sur la question de l'élection. Oui, on reste sur le schéma élection, mais cette fois-ci au Libéria, Talibé Bari. Oui, le président George Weah, président sortant, dans son adresse à la nation, au cours de laquelle il a reconnu justement sa défaite, a eu cette phrase: à ce stade, je voudrais féliciter la Commission électorale nationale pour son travail bien fait. Vous avez gagné le respect de tous les Libériens, de nos partenaires étrangers, des observateurs internationaux et du monde entier pour avoir accompli cette tâche difficile à la satisfaction de toutes les parties prenantes, y compris les partis en lice. Ça rejoint la question justement de l'organe chargé d'organiser des élections et la confiance que cet organe doit inspirer chez tous les acteurs en compétition. Absolument, absolument. D'abord, il faut féliciter George Weah lui-même pour l'esprit, pour la grandeur encore dont il a fait preuve. Je crois qu'il vient de gagner son deuxième ballon d'or politique après celui sportif. Et après un mandat, en dépit de tout ce qu'on peut porter comme critique sur son bilan, il a fait preuve de grandeur et on l'a toujours dit, l'alternance, la possibilité de l'alternance fait partie de l'héritage qu'un président doit laisser à son peuple. Et surtout qu'il n'a exercé qu'un seul mandat. Les Libériens qui l'ont élu, qui lui ont fait confiance, l'ont congédié pour lui dire que pour un mandat c'est suffisant, on peut passer à autre chose. Et lui aussi, il a respecté cela. Et je crois que c'est un esprit de grandeur qu'il faut saluer. L'alternance est en train de s'ancrer dans les pratiques démocratiques du Libéria. Il faut noter que ce qui est triste pour nous autres, pour la Guinée, c'est que nous avons abrité les réfugiés libériens et sierra-léonais dans notre pays pendant des années. C'est eux qui sont rentrés dans leur pays, qui sont en train de construire leur démocratie. Et nous sommes en train de balbutier jusqu'à présent à nous quereller autour des choses qui ne sont pas importantes. Bref, c'était quelque chose qui méritait d'être noté. Il faut qu'on prenne conscience que notre pays est très en retard et que même ceux qu'on a aidés au niveau des voisins sont en train d'avancer. On va dire que pour un Libéria colonisé par... ancienne colonie des États-Unis, sauf si je me trompe sur l'histoire, c'est une leçon même qu'il donne à l'ancien président américain qui a quand même voulu confisquer le pouvoir. Je veux parler des Trump. Et qui n'a pas pu, heureusement que des institutions fortes dans ce pays l'en ont empêché. Vous savez, vous pouvez toujours, lorsqu'on est un homme, on peut toujours être tenté de faire des choses, mais lorsqu'on a des institutions solides dans un pays qui défendent les intérêts du pays au-delà des intérêts d'un seul homme. Je crois que le cas de Donald Trump en est une illustration. Pour revenir sur votre question sur le Libéria, déjà Joseph Boakai, qui était le vice-président de Ellen Johnson, qui n'a pas bénéficié de son soutien et qui s'en est plaint, pourquoi d'ailleurs George Weah a eu la chance de devenir président, est parvenu à tirer les leçons de son échec en 2017 et de se réorganiser pour nouer des alliances fortes et aujourd'hui devenir président. Malgré son âge avancé, il inspire confiance. C'est un homme très expérimenté qui a fait preuve de loyauté, de lucidité et surtout c'est quelqu'un qui est jugé intègre. J'ai eu l'occasion de lire beaucoup de choses le concernant. Son intégrité est très applaudie par les Libériens et aussi au niveau de la diaspora libérienne des États-Unis. Ces derniers temps, ce qui a manqué à George Weah, c'est cette question de transparence dans la gestion. La corruption a été beaucoup critiquée au niveau de la gouvernance Weah et c'est qu'on lui reprochait le fait qu'il soit novice en matière de gestion. Il était considéré comme étant un président pris en otage parce qu'il y avait autour de lui beaucoup de personnes qui profitaient de son manque d'expérience sur certains dossiers pour prendre des décisions et ces décisions sont devenues préjudiciables à sa gouvernance. Ça a créé beaucoup de frustration. J'ai lu même un rapport du gouvernement américain sur la question de la corruption où son ministre des Finances et d'autres membres de son entourage étaient nommément cités et même sanctionnés. Je crois que cela a été bien utilisé par Joseph Boakai qui avait des appuis en termes de relais au niveau de la diaspora libérienne
des États-Unis et également au niveau local, parce que c'est un Libérien local qui n'est pas issu de cette lignée des esclaves affranchis, parce qu'il y a deux catégories en fait, les autochtones et ceux qui sont venus des États-Unis. Et localement, il a eu un bon ancrage et le soutien de l'ancien seigneur de guerre, Boris Johnson a été très déterminant, qui reste encore un homme très influent dans la région du Nimba. Et d'ailleurs, c'est un proche de Prince Johnson qui deviendra son vice-président, Jeremy Camp. Donc, il a eu des alliances très fortes, très stratégiques au niveau local, et je crois que il a pris sa revanche. À 78 ans, on considère que celui-ci aussi serait une chance d'ancrer la démocratie et l'alternance, parce que je ne le vois pas penser peut-être à un deuxième mandat. C'est humain, je ne sais pas. Mais le Libéria, en tout cas, est bien parti, après soit président en quelques années, est bien parti pour faire de l'alternance une pratique démocratique sans que cela ne génère à la violence et qu'il y ait de l'élégance entre les différents candidats. Et en plus, on peut dire que c'est un pays qui a bien tiré les leçons de la dizaine d'années de guerre civile. Merci Aliouba pour cette disponibilité et votre lecture. Oui, si tu permets, je vais juste dire, là, nous sommes en tournée, le modèle est en tournée nationale et sous-régionale. Je suis arrivé à l'abbaye hier soir. Nous prenons la route du Sénégal demain. Nous avons un meeting à Dakar le 26 de ce mois, le dimanche prochain. Ça se passera à 15h au 6S de Dakar à la salle Alioune Diop pour tous les Guinéens qui sont au Sénégal, qui sont à l'écoute. Et nous ferons aussi une étape au niveau de la Gambie, à Banjul, en Guinée-Bissau, avant de faire des activités à Koundara, où un meeting est prévu, à Gawal, où un meeting est prévu le 2. Et également à Mamou, chez Talibé, où nous serons le 4. Bien. Donc, et après, il y aura beaucoup d'activités au niveau de la forêt en Zérékoré, à Kankan, à Kouroussa, à Tigiri. Nous sommes lancés pour les 6 prochains mois. Avant le mois de mars, le modèle va faire à la fois une tournée sous-régionale, une tournée nationale avant d'organiser le congrès national du parti qui se prépare au début de l'année 2024. Donc, nous sommes bien lancés pour préparer les candidatures du modèle aux prochaines élections locales et nationales. Voilà qui est dit, une grande tournée qui est donc lancée et nous vous enverrons donc la facture pour le communiqué qui a largement été diffusé. Merci, il n'y a pas de problème, on la paiera. Merci beaucoup Aliou, à très bientôt. Merci, Une petite merci pause, à vous. Une petite virgule avec Ibrahim Babé Diallo et puis on revient pour continuer.